Bonsoir à tous, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du JT de la CAN. 3 rencontres au programme aujourd'hui pour le début de la deuxième journée des phases de groupe. 3 rencontres et 2 chocs très attendus déjà. Pour en parler, je suis accompagné de Xavier Barret. Bonsoir Xavier. Bonsoir Jules, bonsoir. Et de Hervé Kouamouo. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Messieurs, on va partir tout de suite dans le pays hôte, la Côte d'Ivoire, qui accueillait les Super Eagles du Nigeria. Douche froide pour les éléphants, battus 1-0 à domicile. Hervé, on a vu une Côte d'Ivoire sans idée, incapable de trouver des solutions en attaque. Oui, les attaquants ont eu du mal à être touchés. Je pense que déjà, dans la mise en place tactique, Jean-Luc Gasset s'est trompé en essayant de mettre Seko Fofana devant la défense. On voit bien qu'il aime lui se projeter. Ça a été rectifié en cours de match, mais dans l'ensemble, c'était une équipe qui n'avait pas d'idée. Les 3 attaquants n'ont quasiment pas touché le ballon. On ne les a pas sentis venir. Et avec ça, on a la blessure d'Aurier. C'était un non-match. Les Nigérians, en contrepartie, n'ont pas fait grand-chose, mais ils ont su piquer au moment où il fallait le faire. Xavier, même sensation sur le match? Oui, grosse déception, parce qu'on attendait plus de cette équipe de Côte d'Ivoire. La victoire, finalement, contre la Guinée-Bissau, qui est assez faible, en match d'ouverture, était un peu en trompe-l'œil. Et là, quand le niveau de l'opposition s'est élevé, les Ivoiriens n'ont pas su répondre au défi. On savait que le danger en face viendrait de Victor Osimhen, donc ils l'ont surveillé, pas suffisamment, puisqu'il a quand même amené ce penalty qui a permis l'unique but. Mais surtout, on a vu la différence entre une équipe qui a un grand attaquant de classe internationale, donc le Nigeria, et une équipe qui a de très bons joueurs dans toutes les lignes, sauf au poste d'avant-centre. Et c'est ça le problème de la Côte d'Ivoire. Je crois que Jean-Louis Gasset a essayé beaucoup de formules avec Sébastien Haller. Là, maintenant, c'est Jean-Philippe Crasso. C'est un bon joueur, mais il n'a clairement pas le niveau international. Il y en a un qui est très bon, c'est Karim Konaté, mais il est encore un peu tendre. Donc, malheureusement, la Côte d'Ivoire, si elle veut aller loin, elle va devoir trouver d'autres solutions sans un grand buteur, sans un grand avant-centre. Il fallait jouer plus vite aussi. Ça ronronnait beaucoup, il fallait jouer plus vite. Mais c'est vrai que Kessié aussi n'a pas été au niveau. En fait, l'équipe n'a pas été à la hauteur, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des attaquants, mais pour que les attaquants soient dangereux, il faut que le ballon leur parvienne. Et là, sur les côtés, c'est jamais parvenu. Alors qu'effectivement, sur le banc, il y a des joueurs qui sont plutôt rapides, quoi. Les Pépé... Gradel, ils sont rentrés. Le problème, moi je trouve qu'on est un peu dur avec les autres joueurs parce qu'ils ont quand même apporté les ballons. La possession était pour la Côte d'Ivoire, l'occupation du terrain était pour la Côte d'Ivoire. Le problème, c'est que devant, il y avait une maladresse terrible. Et à l'évidence, il n'y a pas de buteur. Mais ça, on a bien vu que Jean-Louis Gasset l'avait identifié depuis longtemps. Il comptait beaucoup sur Sébastien Haller. Malheureusement, Sébastien Haller a eu cette maladie terrible, ce cancer qu'il a soigné. Il a eu cette rémission avec un très beau printemps l'an dernier à Dortmund. Mais depuis, c'est plus compliqué pour lui. Il est plus que le 3e attaquant à Dortmund. Il joue peu. Donc, il est un peu à court de conditions physiques. Et Jean-Louis Gasset ne lui a pas fait confiance là depuis le début de la compétition. Il est aussi blessé à l'aile. Sur le terrain. On va aller d'ailleurs, messieurs, si vous voulez bien, à Abidjan, retrouver Cédric Ferreira, envoyé spécial pour France 24. Cédric, comment vous l'avez vécu ce match? Beaucoup de déchets techniques des deux côtés et finalement courte victoire sur penalty. En tout cas, on comprend mieux les propos de Jean-Louis Gasset en conférence de presse d'avant-match lorsqu'il disait qu'il n'avait pas été satisfait de la prestation des éléphants ivoiriens contre la Guinée-Bissau. Des éléphants qui, comme vous le dites, ont été assez décevants sur l'ensemble. On a peut-être aussi enterré un peu trop vite le Nigeria qui a quand même été entreprenant dès le début du match. Beaucoup de déchets techniques, c'est vrai, des deux côtés, mais il y a eu des occasions. En tout cas, il y avait la volonté d'attaquer et de développer du jeu. Et c'est vrai qu'il y a eu ce fait de jeu à la 55e minute qui a tout changé. Ce penalty, alors que le match était globalement quand même équilibré. Penalty transformé par le capitaine William Trost-Ekong suite à une faute sur Victor Osimhen, qui est décidément dans tous les bons coups du Nigeria depuis le début du tournoi, buteur sur le premier match, dangereux quasiment à chaque occasion nigériane. Il a d'ailleurs été élu homme du match, Osimhen. C'est la vraie bonne nouvelle du côté nigérian, car après la prestation décevante contre la Guinée équatoriale, il y a eu du mieux contre les éléphants ivoiriens. Mais au final, on voit que le Nigeria, malgré les doutes, les questions, les interrogations, ils ont 4 points et ils sont en tête du groupe à égalité de points d'ailleurs avec la Guinée équatoriale. Vous parliez de Cédric, de Victor Osimhen. Messieurs, je voudrais peut-être revenir sur le problème d'attaque. En Côte d'Ivoire, on a vu quasiment un Seko Fofana jouer neuf, celui qui s'est créé les meilleures occasions.
parliez de Sébastien Haller, il y a aussi le jeune Simon Adingra qui n'était pas sur la feuille de match. Est-ce qu'il y a un vrai problème en attaque du côté ivoirien? Oui, mais après, on a aujourd'hui beaucoup d'équipes qui jouent sans un attaquant, sans un avant-centre buteur qui est capable de remiser avec des joueurs qui viennent sur les côtés. Et c'est la force aussi, quelque part, de Seko Fofana, de se projeter vers l'avant et de frapper. Mais je pense qu'aujourd'hui, le vrai problème, c'est qu'au-delà de tout, c'est qu'il était vraiment, vraiment tout seul aujourd'hui. Parce que Kessie n'a pas vraiment existé. Sur les latéraux n'ont pas non plus apporté beaucoup, parce que même Ori, avant sa blessure, il n'a pas apporté grand-chose. Donc en fait, je pense que c'est plus ça qui est plus qu'un attaquant qui ne marque pas. Effectivement, c'est un problème, mais la France a bien gagné la Coupe du Monde 2018 avec un attaquant qui n'avait pas marqué. Donc c'est possible. Oui, mais en 98 aussi. C'est très possible. Présent dans la surface de réparation adverse pour créer des brèches aux autres. Il y a ça aussi. Voilà, si Jean-Philippe Crasso était un grand attaquant, on le saurait. C'est un gars qui a une très belle carrière compte tenu de son potentiel. Mais voilà, c'est quand l'équipe de Côte d'Ivoire a eu comme avant-centre Didier Drogba, forcément aujourd'hui c'est difficile de trouver quelqu'un qui arrive à son niveau. Et c'est ce qui crève l'écran là dans ce match-là, c'est que le Nigeria, lui, a Victor Osimhen, et qui est un des meilleurs attaquants du monde, et que la Côte d'Ivoire aujourd'hui n'a pas cet avant-centre-là. Danger du coup pour la Côte d'Ivoire, parce que dans le premier match du jour, la Guinée équatoriale est, elle, facilement venue à bout de la Guinée-Bissau. Large victoire, 4-2 dans un match très bien maîtrisé, messieurs. Oui, la Guinée-Bissau n'a quasiment pas existé. Bon, ils ont égalisé quand même, mais oui, c'est une belle prestation équato-guinéenne. Et à noter quand même ce triplé de Suez, ça n'arrive pas si souvent. Avec finalement dans la palette de l'attaquant, on a vu un petit peu de tout. Et je trouve qu'il y a des gens qui disent qu'on aurait mérité de le garder aussi pour voir s'il pourrait marquer 4, voire 5 buts, égaler le record de Laurent Pokou, justement ivoirien. Mais c'est vrai, c'est beau quand même d'un joueur de quasiment 35 ans qui marque un triplé, même si je pense que... C'est le plus vieux auteur de triplé dans l'histoire de la Coupe du Monde, à 34 ans et 110 jours, effectivement. Mais après, cette équipe des Guinée équatoriale, c'est en fait une équipe d'Espagne bis, puisque je crois qu'il y a 3 joueurs qui sont nés en Guinée équatoriale, tous les autres sont nés en Espagne, il y en a un qui est né au Cameroun. Donc ce sont des joueurs qui ont effectivement une grande habitude de jouer ensemble, parce qu'ils sont internationaux depuis plusieurs années maintenant. Ils ont fait plusieurs Coupes d'Afrique des Nations déjà ensemble. Et ce qui est assez curieux d'ailleurs, c'est que la Guinée équatoriale participe à la 4e Coupe d'Afrique des Nations de son histoire. Les 2 premières, elle était qualifiée d'office en tant qu'organisateur ou co-organisateur. Et à chaque fois, elle sort des poules. Parce qu'effectivement, ils ont beaucoup d'argent, donc ils ont ces moyens financiers importants pour convaincre des joueurs nés en Espagne ou formés en Espagne de venir porter le maillot équato-guinéen. Maintenant, il y a aussi des jeunes formés dans les académies de Guinée équatoriale qui viennent étoffer cette équipe et ce groupe, et ça c'est très bien. Et donc ils arrivent à avoir une équipe efficace, pas forcément très spectaculaire, mais bon, Emilio Ensue a quand même été le capitaine de l'équipe d'Espagne Espoir à son époque. On parlait justement d'Emilio Ensue, on a recueilli le témoignage de Emilio Ensue à l'issue du match au micro de France 24. Je vous propose de l'écouter. Nous avons un groupe très proche, nous sommes comme une famille, ça fait longtemps qu'on joue ensemble. Dans la vie, on est des amis et ça se voit sur le terrain. Nous n'avons pas de superstars, nous avons le meilleur groupe possible. Mais il faut rester humble et continuer à travailler. Pour ma part, je suis arrivé avec plein de confiance. J'espérais marquer plusieurs buts et je vais essayer d'être le premier équato-guinéen à finir meilleur buteur. Allez, on va voir le classement justement de ce groupe A avec, c'est une surprise, de la Guinée équatoriale qui est première du groupe. Vous le voyez avec 4 points devant le Nigeria et la Côte d'Ivoire 3 points. C'est une surprise ce classement, messieurs? Ils sont toujours sortis, la Guinée équatoriale est toujours sortie des poules. Donc voilà, ils confirment cette situation. Maintenant, c'est vrai que la Côte d'Ivoire, on attend beaucoup mieux. Alors le dernier match contre la Guinée équatoriale, ça va être un piège parce que les Équato-Guinéens sont déjà qualifiés. Avec 4 points, ils sont qualifiés. Ils ont le momentum. Voilà, le Nigeria, lui, contre la Guinée-Bissau, normalement, il devrait passer facilement et donc terminer peut-être en tête du groupe. Donc la Côte d'Ivoire peut se retrouver 3e. Et moi, j'avais alerté dès le tirage au sort que ce tirage au sort était compliqué. En cas de la moindre contre-performance, la Côte d'Ivoire peut se retrouver avec son plan de
son plan de marche vers la finale sérieusement contrarié. Je pense que la Guinée équatoriale peut quand même garder ce classement bien au chaud parce qu'ils seront rarement devant la Côte d'Ivoire et le Nigeria parce qu'effectivement, ils sont souvent sortis des poules, mais les 2 fois, ils étaient tête de série, donc ça fait quand même que les adversaires étaient d'un autre niveau. Là, premier devant la Côte d'Ivoire et le Nigeria, vraie performance. C'est une vraie performance. Allez, on en vient au choc de la soirée entre l'Égypte et le Ghana. Match fou, score final 2 buts partout avec 3 buts en 5 minutes en seconde période. Et la blessure de Mo Salah juste avant la mi-temps. Pour en parler, on va tout de suite retourner à Abidjan avec Cédric Ferreira. Cédric, scénario des grands soirs entre l'Égypte et le Ghana qui repartent finalement avec 1 point chacun. Oui, et l'Égypte qui est toujours en vie dans cette compétition, alors que les Égyptiens, depuis le début du tournoi, se sont fait énormément de frayeurs. On se souvient de cette égalisation à la dernière minute sur le pénalty de Mo Salah contre le Mozambique. Et là, l'Égypte a été par 2 fois menée au score et ils ont réussi à chaque fois à revenir. C'est vrai que c'était un match fou qui avait d'abord mal commencé du côté de l'Égypte avec la blessure de Mohamed Salah en fin de première période. La star de l'équipe qui s'est tenue la cuisse. Alors on ne sait pas évidemment si son indisponibilité va être longue, mais en général, quand c'est une blessure musculaire comme celle-ci, c'est vraiment pas bon signe et surtout que dans quasiment quelques minutes après, le Ghana a ouvert le score avec cette magnifique frappe de Mohamed Kudus, l'un des meilleurs joueurs de cette équipe qui avait été forfait pour le premier match. Il est de retour et il a frappé d'entrée. Et puis en deuxième période, en quelques minutes, ce match s'est totalement enflammé avec l'égalisation égyptienne d'abord d'Omar Marmouche et puis ensuite Mohamed Kudus qui a frappé une deuxième fois en redonnant l'avantage aux Ghanéens juste après. Mohamed Kudus doublé, donc on l'a dit, qui signe son retour dans l'équipe titulaire de la plus belle des manières pour le Ghana. Le Ghana pensait alors avoir fait le plus dur, mais Mostafa Mohamed a égalisé pour les Égyptiens, l'attaquant du FC Nantes. 2 buts en 2 matchs. Il a profité d'une grossière erreur de Boukari, le joueur ghanéen qui venait tout juste d'entrer en jeu. Il a fait cette erreur et le coach ghanéen l'a sanctionné en le sortant du match à la 88e minute. L'essentiel en tout cas est sauf pour l'Égypte qui compte quand même 2 points après ces 2 matchs et qui garde son destin en main en vue de la 3e journée. Le Ghana, en revanche, après avoir perdu contre le Cap-Vert d'entrée, ne récolte qu'1 point. C'est compliqué pour les Ghanéens qui méritaient peut-être mieux quand même sur l'ensemble de ce match. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est que tout reste ouvert pour l'Égypte et le Ghana qui gardent leur destin entre leurs mains. Merci beaucoup Cédric Ferreira. Messieurs, votre regard sur le match, un petit miracle quand même pour l'Égypte qui se fait offrir 2 buts par le Ghana qui avait pris l'avantage à chaque fois. Un miracle qui se reproduit, puisque déjà contre le Mozambique, c'était un peu la même chose, même si c'est eux qui avaient marqué les premiers. Après, ils se sont retrouvés menés 2-1 et ils reviennent à 2-2. Au moins, il y a des buts, c'est des matchs spectaculaires, ce qui n'est pas toujours le cas avec l'Égypte, qui est connue pour avoir une défense intraitable et souvent gagnée par la plus petite des marges. Là, on a des matchs spectaculaires. Il va quand même falloir qu'ils gagnent effectivement pour assurer leur place en 8e de finale. Il y a quand même un petit mot que je voudrais rajouter, c'est sur Mo Salah, parce qu'en fait, il est un peu maudit dans les grandes compétitions. On se souvient que la Coupe du Monde en 2018, il était blessé et l'Égypte était passée à travers. Ils avaient terminé dernier de leur poule, battus par l'Arabie Saoudite d'ailleurs lors du dernier match. Cette fois-ci, alors la dernière CAN, ils vont en finale, mais ils perdent contre le Sénégal au tir au but. Déjà. Et puis ils avaient déjà perdu en 2017. Donc voilà. Et là, il vient, tout le monde l'attend et il se blesse. On va voir s'il revient, mais ça paraît compliqué. Hervé, est-ce que c'est pas la vraie mauvaise nouvelle de la soirée? C'est la blessure de Mo Salah pour l'Égypte. C'est la vraie mauvaise nouvelle pour la soirée, mais c'est aussi la mauvaise nouvelle pour la compétition, parce que, à mon avis, ça va pas tarder, si son indisponibilité est longue, on va pas retarder à reparler du calendrier de la CAN, de la position du calendrier, du fait qu'il soit parti jouer à 35 degrés. Tous ces éléments-là vont revenir absolument si son indisponibilité est longue, parce qu'en plus, il faisait un début de saison magnifique à Liverpool. Mais oui, mais dans l'absolu, effectivement, pour l'Égypte, c'est pas une bonne nouvelle. Encore que depuis le début de la compétition, il n'avait pas été transcendant. Donc, oui, ça va. C'est quand même un but, une passe décisive au premier match. Oui, statistiquement, il est là. Il est là. Même quand il est mauvais, il est là. Même quand il est mauvais, il est là. Mais c'est vrai que l'équipe... il est plus la cerise sur le gâteau qu'un rouage de l'effectif qui tourne plutôt bien sans lui. Et il apporte cette étincelle à la fin. Un petit mot du Ghana, peut-être, messieurs, de Mohamed Kudus, le jeune joueur de West Ham. Premier match de CAN de sa carrière, doublé
et un superbe but de 25-30 mètres sur une frappe magnifique. Oui, il est assez incroyable. Moi, je me souviens avoir commenté son premier match de Coupe d'Europe avec West Ham il y a quelques semaines. Et paf, il avait aussi marqué, il s'était illustré. C'est un garçon qui n'a effectivement aucun complexe, qui a un talent fou. Il était à l'Ajax, il faut le rappeler, auparavant, où il a énormément progressé. Et donc là, il apporte effectivement cette graine de folie qui a manqué au Ghana par le passé. Et donc lui, avec quelques éléments d'expérience autour, ça peut donner une formation, enfin ça peut redonner un coup de boost au Ghana qui s'est fait piéger lors de la première journée, mais comme l'a très bien dit Cédric Ferreira, Mohamed Kudus n'était pas là. Et donc on voit qu'avec lui, c'est pas tout à fait la même équipe, c'est tout de suite des Black Stars beaucoup plus intéressants. C'est un peu triste, c'est ça qui est un peu triste, de savoir avec ce pays qui a produit autant de super joueurs, de super attaquants, de super milieu de terrain, de savoir que cette équipe est autant dépendante d'un joueur si talentueux que soit-il, hein, Mohamed Kudus, parce que c'est déjà lui qui les a portés durant la phase éliminatoire. Et là, effectivement, il y a une différence entre le premier match où il n'est pas là et celui d'aujourd'hui, parce qu'au-delà des éléments statistiques, il apporte quelque chose, il porte. Et puis, ces 2 buts, techniquement, on voit bien qu'il est au-dessus du lot. Donc, mais c'est vrai quand même que c'est dommage pour une équipe. Enfin, des Abedi Pelé, des Essiens. Il y a quand même des super milieux de terrain que ce pays a porté. Et d'être aussi dépendant d'un joueur, c'est quand même assez dommage. Ouais, dans le même groupe, le Cap-Vert jouera demain contre le Mozambique. C'est le Cap-Vert l'emporte, ils seront premiers et surtout assurés d'être premiers du groupe, justement qualifiés et assurés d'être premiers du groupe. Et puis demain, l'autre gros match, ce sera Sénégal-Cameroun, autre gros choc de la journée dans l'autre groupe. Pour les matchs de demain. Voilà, merci. C'était les 2 grosses affiches de ce premier tour. On a eu un Nigeria-Côte d'Ivoire un peu décevant. On espère avoir un très bon Sénégal-Cameroun demain. Et moi, j'espère, on va voir, est-ce qu'on en a jouera demain? Est-ce qu'il jouera? Parce que Rigobert Song a été assez énigmatique, pour le moins. Voilà, merci infiniment, messieurs, de m'avoir accompagné pour cette édition. Rendez-vous demain, du coup, pour un autre JT de la Coupe d'Afrique des Nations. Bonne soirée sur France 24.